En 2012, les États-Unis lancèrent une immense opération militaire en Ouganda et en République centrafricaine pour capturer Joseph Kony, le chef de guerre le plus recherché d'Afrique. Une chasse à l'homme qui a duré 5 ans et a coûté plus de 700 millions de dollars. Mais Kony n'a jamais été trouvé. Vous savez, c'est une zone gigantesque ici. Et donc trouver quelqu'un qui s'y cache, c'est très difficile. Les États-Unis le cherchaient-ils vraiment? Ou était-ce une opération factice pour masquer d'autres activités dans cette région très stratégique d'Afrique? Mon enquête commence avec la mystérieuse ONG appelée Invisible Children. Les réseaux sociaux n'oublient jamais rien. Alors, j'ai été chercher dans mes archives personnelles. Année 2012, mars. Avais-je liké, avais-je partagé la vidéo la plus virale de l'histoire? 100 millions de vues en seulement 6 jours. My name is Jason Russell, and this is my son, Gavin. C'était l'histoire d'un réalisateur américain, Jason Russell, qui voulait que sa vidéo de 30 minutes permette d'arrêter un criminel de guerre en Afrique centrale. Joseph Kony. So, Gav, this is the guy, Joseph Kony. He's the bad guy? Yeah. For 26 years, Kony has been kidnapping children into his rebel group, the LRA. Turning the girls into sex slaves. And the boys into child soldiers. La vidéo voulait choquer, indigner. Mutilate people's faces. Pour traîner Joseph Kony devant la justice, le jeune Américain avait aussi créé une ONG, Invisible Children. Cette campagne, Kony 2012, a fait un carton. Parmi ceux qui ont fait circuler cette vidéo, il y avait quelques-uns de mes amis. Je ne l'avais pas liké cette vidéo. Jusque récemment, j'avais oublié l'existence de cette vidéo et de Joseph Kony lui-même. Et puis, il y a 8 mois, 2 journalistes de notre collectif m'ont confié ce disque dur. À l'intérieur, il y avait le point de départ de cette enquête. « 3 téraoctets d'images, une 60aine d'heures. Tourné en avril 2014, à l'est de la Centrafrique. Mes 2 collègues, Étienne Huvert et Boris Heger, les ont rapportés d'une zone de guerre. J'y ai découvert des images dignes du Far West. Une chasse à l'homme, dans la brousse, pour capturer l'ennemi public. Regarde, là, il y en a encore un. Ouais, là, il y en a encore. Donc, vous voyez, quand les Américains passent, ils laissent visiblement ce genre de petits papiers où il y a marqué les récompenses qui sont pour des informations sur la LRA. 5 ans après, l'homme qu'il cherchait, le criminel de guerre Joseph Kony, est toujours en liberté. À première vue, c'est un fiasco militaire pour la première puissance mondiale et son allié dans cette traque, l'armée ougandaise. Mais en reprenant cette enquête, j'ai découvert que toute cette opération n'avait pas grand-chose à voir avec une traque humanitaire.
Mais tout à voir avec une caricature de la guerre en Afrique. Les Blancs qui veulent sauver le monde, le grand méchant sanguinaire, l'armée américaine à la rescousse, son faire-valoir africain, l'argent, et puis, en plein milieu du champ de bataille, les fous de Jésus. À quoi, à qui avait vraiment servi cette vidéo ? Me voici à la fois sur les traces du criminel de guerre le plus célèbre des réseaux sociaux et sur celle d'Invisible Children, l'ONG qui voulait l'arrêter. Il fallait commencer par se rendre à Gulu, au nord de l'Ouganda, la région d'origine de Joseph Kony lui-même. J'ai pris les mêmes routes que les réalisateurs de Kony 2012, rencontré les mêmes personnes. Des anciens enfants soldats de la LRA, le groupe armé de Joseph Kony. Dès la fin des années 80, c'était dans cette région que le seigneur de guerre raflait les villages pour garnir ses rangs. C'était un vendredi, vers 10h du matin. Quand ils sont arrivés dans notre village, j'étais à l'école. Ils sont venus dans ma classe. Ils m'ont pris en premier avec 6 autres enfants. J'avais seulement 9 ans. Dès la deuxième nuit, ils m'ont appris à me servir d'un pistolet. J'ai réalisé que je le veuille ou non, c'est ma vie maintenant. Donc, je dois m'endurcir. En 1998, j'ai été promu et envoyé dans l'unité de Kony lui-même. J'étais comme un garde du corps de Kony. Les 3 réalisateurs d'Invisible Children avaient débarqué ici à Gulu en 2003. J'ai aussi retrouvé celle qui les guidait à l'époque. 9 ans avant leur vidéo virale. Je suis une victime de cette guerre. Je me suis enfuie et j'ai quitté la LRA. Je me suis mise à travailler pour des associations et j'ai pu aller aux États-Unis pour parler de la guerre dans le nord de l'Ouganda. J'ai commencé à raconter que j'étais une ancienne enfant soldat et combien d'enfants étaient kidnappés dans la région. C'est là que j'ai rencontré beaucoup de gens qui ne connaissaient rien de cette guerre. Quand les garçons, je les appelle toujours les garçons, désolé. Quand les réalisateurs ont entendu notre histoire, ils m'ont contacté et ils m'ont raconté qu'ils voulaient faire un film sur la guerre en Afrique. J'ai dit, attendez, il y a une guerre juste ici dans le nord de l'Ouganda. Ils étaient si naïfs, alors je les ai conduits moi-même dans le nord. Ma vie après l'enlèvement n'a pas été facile. Elle ne l'est toujours pas. Quand j'ai été libéré, j'avais beaucoup de séquelles graves.
Et celui qui m'aidait dans mes études m'a appelé et m'a dit « Patrick, je viens de rencontrer des garçons, ils sont très jeunes, ils ont l'air très naïfs et ils veulent faire plein de choses dans le nord de l'Ouganda. Mais personne ne peut les aider. Tu penses que tu peux leur consacrer du temps? Rien d'énorme, mais on ne sait jamais. » J'ai dit « Ok, j'aimerais rencontrer ces garçons très vite. » Il y avait Lauren Poole, Jason Russell et Bobby Bailey, les réalisateurs. J'ai été embauché par Invisible Children et c'est comme ça que tout a commencé. Ils ont fait beaucoup de petites vidéos, des films sur les orphelins, le sida et certaines victimes de la guerre. Et bien sûr, le 12e documentaire, c'était Connie 2012. Résumé en 30 minutes, une guerre qui a duré 20 ans, pour beaucoup, c'était une plaisanterie. Depuis, les anciens gamins naïfs avaient bien grandi. Et leur ONG siégeait désormais à Washington, comme les meilleurs lobbyistes. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Tout est prêt. Pour avoir le droit d'avoir la présidente d'Invisible Children en face de moi, You can let me know if my hair will be a problem at any point and if I need to move it. j'avais dû prendre la suite d'une interminable négociation. En 2014 déjà, mes collègues avaient demandé une interview. Refusée. Depuis, il avait fallu des dizaines de mails pour pouvoir enfin être là. Vous vous souvenez de l'objectif de la campagne Connie 2012 ? When we developed that campaign, our very ambitious goal was for the film to receive 500,000 views by the end of the year. And what we found was within a day it had received 1 million views, and within a week 100 million views. So it wildly exceeded anything we had planned. To the point that our website completely crashed during the Coney 2012 phenomenon. Ok. Jusque-là, c'était la belle histoire qu'on nous avait toujours racontée. Un succès viral, inattendu, pour une juste cause. Mais quels étaient les vrais objectifs de cette vidéo ? The main objective of the campaign was to push the US government to remain committed to implementing its counter-LRA strategy, and then the deployment of the advisors was an outcome of that strategy. La vidéo ne s'en cachait pas vraiment. Elle voulait provoquer l'envoi de troupes américaines aux trousses de Coney. In order to find him, the US government has to deploy them. That's where the American advisors come in. Not for self-defense, but because it was right. Politically speaking, it was hugely successful. Coney 2012, un succès miraculeux? Pas vraiment. 2 ans avant le carton mondial de sa vidéo, Invisible Children faisait déjà du lobbying, jusque dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Comme sur cette photo, prise en 2010. I have authorized a small number of U.S. forces I ordered a small number of American advisors to help Uganda and its neighbors pursue the LRA. The removal of Joseph Kony from the battlefield. Sincerely, Barack Obama. Des likes à l'envoi de troupes militaires, il n'y avait qu'un pas. Au XXIe siècle, une vidéo pouvait provoquer une guerre. Quoi ça? Ça c'est l'hélicoptère pour les Américains. C'était cette guerre que montraient les images de mon disque dur. On y voyait quelques-uns des 100 militaires des forces spéciales américaines déployés par Obama. On peut vous poser une petite question? On voulait juste comprendre. Pas de caméra. Vous voulez pas être filmé? Ah non. Non. Il y avait aussi, là, en plein milieu, un camp de Invisible Children.
On était en 2014 et ces images n'avaient pas été filmées en Ouganda, la zone d'origine de la LRA, mais en Centrafrique. À l'époque, le groupe de Joseph Kony avait quitté l'Ouganda depuis près de 10 ans. Et il errait quelque part dans une zone immense entre le Sud-Soudan, la République démocratique du Congo et la Centrafrique. C'était ici, à Obo, à des centaines de kilomètres à l'est de la capitale, Bangui, en guerre, que les Américains disaient que Kony et ses hommes se cachaient. Sur place, mes collègues s'étaient rendus compte que non seulement Invisible Children avait précipité l'arrivée des GIs, mais qu'en plus, l'ONG américaine accueillait volontiers les réunions des militaires. Précisément, les forces spéciales américaines qui dirigeaient la traque de Kony et leurs alliés, les Ougandais, qui exécutaient. Bonjour. Je suis le colonel Kevin Lee. Je suis le commandant des forces américaines. Nous sommes ici pour aider les troupes de l'Union africaine à expulser la LRA. Aujourd'hui, ils vont entendre notre message et se rendre compte qu'il est temps de faire défection. On peut faire une petite interview? Ça fait 3 ans que vous êtes là et Kony est toujours dans la brousse. Ok, il est toujours dans la brousse, mais ses troupes sortent de la brousse. Vous savez, c'est une zone gigantesque ici. Et donc trouver quelqu'un qui s'y cache, c'est très difficile. Mais les drones, les hélicoptères, tout ça, c'est inefficace? C'est une bonne question. Oui, la technologie fonctionne, mais est-ce que nous savons où il est là maintenant? Est-ce qu'on va bientôt le capturer? Non, pas exactement. Ça vous va? Ok. Super. Avance rapide. 4 ans après cette interview, l'opération américaine était terminée. Les GIs étaient rentrés au pays sans avoir attrapé Kony. Pourquoi mettre fin à une chasse à l'homme alors que la cible courait toujours? Je n'ai eu aucun commentaire officiel de la part du Pentagone. Le seul qui avait accepté de me raconter sa mission sur place était un marine, anonyme. Bien sûr, nous n'avons pas réussi à arrêter Kony, mais au cours de plusieurs opérations, nous en avons été très proches. Vraiment proches. C'était frustrant. Les militaires américains cherchaient-ils seulement au bon endroit? En Ouganda, j'ai retrouvé un des hommes de Joseph Kony. 24 ans de service dans la brousse, en tant qu'adjoint du chef de guerre. Vu son niveau dans la hiérarchie de la LRA, il était ici surveillé et prenait de gros risques en acceptant de me parler. Kony n'avait pas peur du tout des Américains. Il vit dans la brousse. Comment voulez-vous que des commandos le trouvent? Kony va où il veut. La stratégie américaine, c'était de le localiser, d'envoyer des avions et des soldats au sol pour l'arrêter. Mais Kony était déjà parti. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas trouvé. Et à ce moment-là, où était Kony? Kony était au Darfour. Donc il n'était pas dans le coin? Non, pas du tout. Ce que cet ancien de la LRA désigne comme le Darfour, c'est cette enclave, une zone contestée entre le Soudan et le Sud-Soudan. À vol d'oiseau, 600 km plus au nord de la zone de recherche de l'armée américaine. Kony et ses hommes y étaient réfugiés depuis au moins 2010. La plus puissante armée du monde s'était-elle simplement trompée d'endroit? Ou alors, cette mission avait-elle d'autres objectifs? Ma famille est restée en Ouganda.
Mon père a été Premier ministre avant que son gouvernement ne soit renversé par l'armée. Après 6 ans d'opération, ils n'ont pas arrêté Kony. Le cherchaient-ils vraiment? Bien sûr que non. Ils ne cherchaient pas Kony. Difficile de dire si la mission est un succès ou un échec, puisque je suis convaincu à 100% que ça n'a jamais été l'objectif. Cette opération a coûté plus de 700 millions de dollars. Comment est-ce possible? Cela n'a de sens que si cet argent a servi à financer autre chose. Qui étaient ces soldats que nous avions filmés en 2014? Quelles étaient leurs vraies missions? Ils étaient ici sous la bannière d'Africom, le bras armé du Pentagone en Afrique. Africom, c'est un commandement militaire, mais pas seulement. Selon ce document interne récemment déclassifié, Africom réunit des militaires et des civils. Parmi ces missions, on lit notamment protéger les intérêts américains. Quels intérêts? Diplomatiques et militaires, mais aussi économiques, financiers ou de renseignement. Surtout, Africom dit opérer dans les zones grises, pas tout à fait en guerre, pas tout à fait en paix. Africom est là pour intervenir de façon humanitaire. Ça, c'est le discours officiel. Mais la réalité est plus géopolitique et officieuse. Les États-Unis peuvent ainsi introduire des troupes via l'Ouganda et ensuite les déployer ailleurs pour contrer d'autres intérêts en Afrique. En 2014, les habitants de Hobo voyaient rarement les paires de Rangers des Américains. Mais ils voyaient leurs avions, leurs hélicoptères, leurs drones. Avant qu'ils étaient ici, on n'entendait pas les drones. Donc dès que l'heure arrivée, c'est ici qu'on avait commencé à entendre les drones. Ça fait trop de bruit. Quand ça vient, ça passe comme ça dans notre tête, donc ça fait trop de bruit. Il y en a beaucoup ici. Ça circule la nuit comme le jour aussi. Ça circule 24 heures sur 24 heures. En fait, l'opération Kony avait surtout lieu dans les airs. Ce n'était pas officiel, mais les soldats américains, eux, le savaient parfaitement. Ce que nous faisions en Afrique centrale, c'était de la collecte et du partage de renseignements militaires. Et dans ce domaine, nous avions de bons outils pour accomplir notre mission. Que ce soit en termes de renseignements ou de force aérienne. Sans le prétexte de la chasse aux criminels de guerre, l'armée américaine n'aurait jamais eu l'autorisation de survoler une zone si instable, si stratégique. Grâce à l'opération Kony, elle a pu cartographier la zone, poser des balises GPS, en langage militaire, accumuler du renseignement. Mais l'Afrique centrale n'avait pas été qu'un terrain de jeu militaire. Il y avait de l'or, des diamants, et aussi des hommes d'affaires qui voulaient en profiter. Cet homme-là, par exemple, chemise à motif. Il apparaissait dans l'histoire en 2014, à l'occasion d'une réunion de sécurité à Hobo. Et ce jour-là, on lui remettait une carte, visiblement confidentielle. Il refusait qu'on la filme, et pour cause, elle était adressée au colonel des forces armées américaines. On profite aussi de vous informer qu'on est en train de préparer des bénéficiaires pour que vous puissiez les rencontrer. Ah, vous n'êtes pas militaire, d'accord. Oui, je suis... mon nom, c'est Mark Pearson. D'accord. Oui. P-E-A-R-S-O-N. Parfait. Donc vous êtes conseiller culturel, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire? J'étais à Bangui et lorsque les forces américaines sont arrivées, j'ai dit à l'ambassade, bon, si vous avez besoin de moi, je peux. D'accord. En ce sens, je suis conseiller culturel. D'accord. Voilà. On peut dire conseiller culturel des forces armées américaines ici, quoi.
D'accord. Et là, vous allez, tout ce qui a été dit ici, rapporter... À quoi pouvait servir un conseiller culturel à Obo? Et pourquoi confiait-on une carte militaire américaine à un conseiller culturel? 4 ans plus tard, j'ai vérifié qui était vraiment Mark Pearson. Avant son arrivée dans les pas des soldats américains, il était employé de Gem Diamonds, un groupe diamantaire multinational. 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, des mines et des projets de prospection partout en Afrique, dont un en Centrafrique. Problème, la seule zone de recherche de diamants officiellement déclarée par l'entreprise était à l'ouest de la Centrafrique, à 1500 km de Obo, à l'autre bout du pays. Que faisait un de ses anciens employés ici, dans une région au sous-sol riche d'or et de diamants? Ni Mark Pearson, ni Gem Diamonds n'ont répondu à mes questions. C'était la semaine passée. Au moment où on avait fini ici, je suis rentré au bureau, le soir, j'ai même pas mangé, je suis entré en ce moment de Joseph Kony's Lord's Resistance Army, who had just been captured. Parmi les riches mécènes de l'opération Kony, il y avait aussi un Américain, un milliardaire, très proche de Invisible Children. Lui là, c'est Howard Buffett, c'est le fils du milliardaire américain Warren Buffett, et il est très proche de Invisible Children, il les soutient depuis le début. Et plus tard, Howard Buffett va investir beaucoup d'argent en Ouganda. En 2011, alors que les soldats américains débarquaient dans la région, Howard Buffett choisissait l'Ouganda pour lancer un programme agricole en collaboration avec Monsanto. La fondation de Howard Buffett a créé ce programme qui vise à officiellement développer l'agriculture en Ouganda. Et c'est surtout en fait un moyen d'y installer des OGM. J'avais envoyé des dizaines de mails pour réclamer l'autorisation de filmer ces champs de maïs OGM plantés par le duo Buffett-Monsanto. Je m'intéresse aux investissements américains ici en Ouganda, donc je me demandais si nous pouvions filmer quelques images des champs expérimentaux ici. Je pense que vous devez d'abord voir le directeur. Je viens de parler au directeur, il dit qu'il n'est pas dans le coin. Merci madame, bonne journée. La sécurité a alerté, a priori on va se faire virer dans pas longtemps. Ils nous cherchent là. On est à cran. Si vous arrivez sans intention claire, vous pourriez perdre la vie bêtement. De simples champs de maïs OGM transformés en secret d'État. Ambiance surréaliste. Pour Howard Buffett, c'était un bon deal. Il avait donné de l'argent à tout le monde, à Invisible Children, à l'armée ougandaise, et quelques années plus tard, il s'implantait sur des terres vierges et fertiles. Cette chasse à l'homme n'avait pas profité qu'à des milliardaires. Depuis le début, une autre armée avait beaucoup à y gagner. L'armée ougandaise, appelée UPDF. Ce sont ces hommes que les États-Unis équipaient, finançaient, formaient, pour qu'ils trouvent Kony, un jour peut-être. À Kampala, la capitale de l'Ouganda, il fallait que je comprenne qui était vraiment l'homme à la tête du pays. Yoweri Museveni avait pris le pouvoir par un coup d'État en 1986. Et pour consolider le début de son règne, il s'était débarrassé de nombreux groupes rebelles. Mais la LRA de Joseph Kony avait été épargnée. Kony est une création de l'État. Cette partie de l'histoire, il n'y avait qu'un membre de l'opposition pour accepter de la raconter. Quand on regarde l'émergence de Kony, je peux vous le confirmer, c'était une création du gouvernement ougandais pour qu'il combatte les autres groupes rebelles, qui étaient une vraie menace pour le pouvoir. Ces groupes-là étaient organisés, entraînés.
Ils respectaient les droits de l'homme. Ils n'ont jamais tué de civils. Donc, Kony aurait pu être arrêté en 1988 ? Oui, on en aurait fini avec Kony depuis 88. Il n'avait aucune vraie capacité à combattre, aucun soutien étranger. Sans Joseph Kony, le régime ougandais ne pourrait jamais justifier qu'il a besoin de plus d'assistance militaire de la part des États-Unis. Plus d'armes, plus de soutien financier, plus de partenariats diplomatiques avec les États-Unis. Comment voulez-vous justifier ça sans la présence de Joseph Kony ? L'armée est devenue corrompue, extrêmement corrompue. Ils ont tiré profit de la guerre. À chaque attaque de la LRA, ils disent « Oh, une attaque, il nous faut de l'argent ». Cette accumulation de richesses par l'armée, on la voit ici à Kampala. Tous ces immeubles neufs qui appartiennent à des hauts gradés, ils sont tous devenus riches. La plupart des officiers ont été formés aux États-Unis. Ils leur ont octroyé des bourses sans savoir que certains d'entre eux commettaient des atrocités. Ou alors ils savaient, mais ils ont fermé les yeux à cause de leurs intérêts dans la région. C'était la partie la moins connue et la moins documentée de cette histoire. Sous prétexte de chasser Joseph Kony, l'armée ougandaise avait commis elle aussi des exactions dans son propre pays. Entre 1986 et 2004, à l'abri des caméras, l'armée de Museveni avait entamé une sanglante répression au nord de l'Ouganda. Officiellement pour chasser la LRA, officieusement pour mater les habitants de l'ethnie Acholi, celle de Joseph Kony, jugée trop insoumise au pouvoir en place. Dans mon village, un jeune homme se plaignait d'eux. Alors l'armée l'a attrapé, lui a mis des vêtements militaires. Ils ont dit « Celui-ci est un rebelle, nous allons vous montrer ce qu'on fait aux rebelles ». Ils l'ont attaché à un arbre comme Jésus à la croix et ils lui ont tiré dessus à la Kalachnikov. 3 chargeurs, des pieds à la tête. Ensuite, ils ont dit aux villageois « Taisez-vous. Si vous faites quoi que ce soit, on vous fera la même chose. Parce que c'est comme ça qu'on traite les rebelles. » Ces exactions ont été précisément documentées dans un rapport de l'ONG Amnesty International. Le lendemain, des jeunes ont protesté. L'armée a dit « Vous protestez, venez ici ». Ils ont creusé un trou très large, l'ont recouvert et ont mis les contestataires à l'intérieur. Puis ils les ont asphyxiés avec de la fumée pendant 3 jours, jusqu'à ce que mort s'en suive. Certains ont pu être sauvés quand l'armée est partie, mais les autres sont morts. Ce sont des témoignages vibrants des atrocités commises par le gouvernement ougandais. L'armée ougandaise, celle qui devait traquer un criminel de guerre, était donc elle-même coupable de crimes de guerre. Mais pour les Américains, l'armée de Museveni a toujours joui d'une impunité totale. Nous n'avons eu aucun cas dans lequel l'armée ougandaise a été accusée d'aller volontairement dans un village et de massacrer les gens. Connaissez-vous le rapport sur ce conflit publié par Human Rights Watch en 2005 ? La Commission des droits de l'homme de l'Ouganda ? Non. Human Rights Watch, l'ONG. Non. Dans leur rapport de 2005, c'est le plus complet à ce jour, ils font état de torture, de viols, de crimes de guerre, et ceux des deux côtés, celui de la LRA et celui du gouvernement. Nous avons notre propre commission des droits de l'homme. Mais dans le rapport de Human Rights Watch, ce sont des mots forts. Meurtre délibéré, viol, torture, ce n'est pas rien.
Eh bien, Human Rights Watch publie beaucoup de rapports, dont certains sont mensongers, d'autres ne sont pas vérifiés. Mensongers? Oui. Nous avons des cas de meurtre. Meurtre d'une personne, de plusieurs personnes, mais seulement des meurtres involontaires. Pourtant, dans notre disque dur, il y avait ces images, témoins des méthodes de l'armée ougandaise. C'était à Obo, le 14 janvier 2014. Les UPDF avaient dispersé une manifestation d'habitants en tirant sur la foule, à balles réelles. La mère de cette fillette avait été tuée. Elle voulait revenir à la maison et puis on a tiré sur elle. Elle avait pris la balle ici. La balle avait fait sortir ici pour... Cela avait sorti ici. Ce sont les traces de la balle. Vous dites que ça n'est pas volontaire, mais en Centrafrique, pendant notre tournage en 2014, l'armée ougandaise a tiré dans la foule et tué quelqu'un. Donc c'est intentionnel, ce n'est pas involontaire. Tout d'abord, je ne suis pas au courant de ce cas précis en Centrafrique. Mais le degré de culpabilité... je ne suis pas sûr que si des soldats américains tuent des gens en Afghanistan, leur commandant soit renvoyé. Pourquoi les États-Unis soutenaient-ils coûte que coûte le régime ougandais? Malgré les exactions, malgré la dérive autoritaire de Museveni, président depuis 33 ans. Était-ce parce que le vieil autocrate ougandais rendait de menus services à son parrain américain? L'Amérique tolère Museveni depuis trop longtemps. À l'heure où nous parlons, l'armée ougandaise est en Somalie. Juste avant de les envoyer, des officiels américains sont venus ici faire du lobbying pour que nous soutenions l'envoi de ces troupes à l'étranger. Si vous avez besoin d'un intermédiaire pour lutter contre le terrorisme islamiste dans un pays chaotique comme la Somalie, et que Museveni est prêt à le faire pour vous, envoyez ses troupes. C'est du pain béni pour les Américains. Et ça, peu importe ce que fait Museveni à l'intérieur de l'Ouganda. En 2007, l'armée a fait une descente ici au Parlement et a arrêté des leaders de l'opposition. Ici même, en plein jour. Les Américains ont fait semblant de ne rien voir. Ils n'ont pas dit un mot, parce qu'au même moment, nous étions en train d'envoyer des troupes en Somalie. Donc oui, l'Amérique a fait de Museveni ce qu'il est aujourd'hui. Il est devenu un monstre. Dans la vidéo Kony 2012, il n'y avait pas un mot de tout ça. Pas un mot du régime ougandais. Pas un mot du président Museveni. Pas un mot des crimes de son armée. Pourquoi? Quel était le rôle exact d'Invisible Children? Ils disaient qu'ils étaient là pour aider les veuves et les orphelins. Mais que faisaient-ils vraiment? Je me suis toujours posé ce genre de questions. Je suis tombé sur eux peut-être 2 ans avant leur grande vidéo virale. J'ai trouvé leur site et je me suis intéressé à ce qu'ils disaient faire. Et il y a quelque chose qui m'intriguait, leur niveau d'accès au nord de l'Ouganda. En 2005, cette partie du pays était totalement verrouillée par l'armée ougandaise. L'entrée dans la zone était strictement contrôlée.
Si vous vouliez rentrer, surtout avec du matériel de tournage, du matériel sophistiqué, il fallait la permission express du gouvernement ougandais. Jason Russell et son équipe, ils étaient là parce que les Ougandais le voulaient bien. Donc pourquoi ? Je commençais à comprendre ce qui me dérangeait la première fois que j'ai vu Kony 2012. En fait, la petite ONG qui voulait sauver les orphelins participait à la promotion d'un des régimes les plus pourris d'Afrique. Tous les programmes d'Invisible Children sur le terrain paraissaient obéir à cette logique. Par exemple, son réseau de radio. Et voilà le siège de nos radiophonies. C'est ici qu'on coordonne l'ensemble des informations sécuritaires pour tout le sud-est de la Centrafrique. Tous les jours, on a une ronde sécuritaire le matin à 7h et une autre ronde sécuritaire dans l'après-midi. Concrètement, ce n'était ni plus ni moins qu'un réseau d'informateurs dans des dizaines de villages. Ils étaient chargés de rapporter les mouvements des rebelles armés actifs, sans que l'on sache vraiment si parmi eux, il y avait de petits groupes isolés de la LRA. Tu peux expliquer ça? Ils étaient partis à la chasse, c'était à 14h. Ah, c'était à 14h qu'ils sont disparus? Oui, à 14h. Ok, merci beaucoup, on attend toujours. Ok, merci beaucoup. S'il y a des incidents qui se présentent, j'enregistre ça ici. Avec la date, le lieu, toutes les situations qu'ils donnent. Bien sûr, nos informations, c'était évidemment un outil que l'armée voulait. Parce que des radios, il y en avait partout dans les villages. Nous partagions l'information tous les mois, volontairement. Dans les réunions, la plupart des renseignements venaient du réseau radio Invisible Children. Arrivé au village, il y a un papa. Lui, comme la situation est... J'étais au courant. Et évidemment, l'intention était louable. Mais cette idée qu'une ONG fournisse du renseignement à l'armée, finalement, c'était comme si nous étions la voix de l'armée. La LRA, ce ne sont que des gamins. Donc, en donnant des infos à l'armée pour qu'ils les traquent, vous tuez des gamins. J'ai rencontré Jolie Okoth et elle m'a dit qu'elle était vraiment mal à l'aise avec le fait de partager de l'information avec l'armée. That's very interesting. I was not in a position of leadership that I am now at the time when Jolie was working with Invisible Children in that role, but my understanding was that that was not her sentiment previously. So C'est ce qu'elle m'a dit récemment. Right. Yeah. My understanding is that that was not a sentiment that she held at the time that these programs were being developed. The concept of neutrality with the LRA is very different than in a context of civil conflict or intercommunal conflict. And so in that context, supporting essentially law enforcement and the protection of civilians, we felt like was very important. Sauf que dans la charte d'éthique des ONG reconnues par l'ONU, la neutralité ne se négocie pas. Une organisation non gouvernementale doit être indépendante des gouvernements et des armées. Au contraire, Invisible Children a toujours collaboré avec l'armée et le régime ougandais. Comme en février 2009. À l'époque, le gouvernement Museveni se disait la cible d'un complot qui viserait à le renverser. Patrick, qui avait aidé Invisible Children à ses débuts, était accusé d'en faire partie. Le jour où j'ai été arrêté, Dieu seul sait ce qu'ils m'ont fait. J'aurais dû mourir ce jour-là. J'ai été arrêté vers 6h du soir. Ils m'ont encerclé. Il y avait plus de 100 militaires du régime Museveni.
Un des officiers voulait me tirer dessus. Je vais t'exploser la cervelle. Tu crois que tu es tout blanc? Tu crois que l'Amérique va t'aider? Tout ça n'avait aucun sens. J'ai dit, qu'ai-je fait de mal? J'ai été torturé de tellement de façons, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Ça a duré 3 mois et 10 jours. Je me souviens qu'un jour, un des officiers a demandé aux autres prisonniers qui étaient avec moi, « Le type de Goulou, il est encore en vie? Ils peuvent réduire votre énergie à néant. C'est si douloureux. Quand on demande à un être humain de venir vous uriner dessus, c'est une honte, une grande humiliation. » Patrick a finalement été blanchi. Mais qui avait donné son nom? La réponse se cachait dans une note diplomatique secrète, écrite par l'ambassadeur américain lui-même en 2009, puis révélée par le site Wikileaks. Là, au niveau d'ici, là, le 4, ils disent qu'ils ont déjoué un complot contre le gouvernement ougandais qui cherchait quelqu'un, Patrick Komekesh, qu'ils l'ont arrêté grâce au tuyau d'Invisible Children. Wow. Même dans les mots de l'ambassadeur américain, ils considèrent que Invisible Children a vraiment été un auxiliaire des forces ougandaises, quoi. À l'époque, j'avais déjà démissionné. Je ne travaillais même plus pour Invisible Children. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais selon les confidences du tribunal, un officier haut gradé, au centre de ces accusations, de cette enquête, a admis qu'ils avaient reçu un tuyau de la part d'Invisible Children. Il s'appelle Patrick Komekesh. Ça vous dit quelque chose? Vous le connaissez? Non. Non? I do know who he is, but I can't recall if I've interacted with him. And if I heard his name, it might have been back in 2007 or something very early. Vous savez ce qui lui est arrivé? No, I don't. Il dit qu'il a été arrêté parce que Invisible Children l'a dénoncé aux forces de sécurité ougandaises. I have no information about that. Mais comment vous vous sentez à propos de ça, que Invisible Children ait pu faire ça? Well, I have no way of knowing if that's true at all. Si, c'est vrai. Sorry? Si, c'est vrai. Je l'ai rencontré et il y a suffisamment de preuves pour dire qu'à l'époque, Invisible Children a renseigné les militaires ougandais pour le faire arrêter. Patrick a été torturé pendant 3 mois et puis il a été innocenté parce qu'il n'avait rien fait. Quel est votre sentiment? Lisa ne peut pas parler de ça. I have no information about that situation at all. Obviously, anyone who would experience something horrible like that is unacceptable. I have no information on that situation at all. Dans la vidéo Kony 2012, il y avait encore quelque chose qui me dérangeait. Le ton utilisé par Jason Russell. Manichéen, un peu messianique. Le fondateur d'Invisible Children avait de faux airs d'un pasteur. Ses discours, c'étaient des prêches. Who are you to end a war? I'm here to tell you, who are you not to? Here's the copy that was put out by Voilà l'enregistrement publié par Truth Wins Out, l'organisation de défense des droits des homosexuels dans laquelle je travaillais. C'est la voix de Jason Russell, enregistrée lors de The Gathering en 2005. The Gathering, c'est la plus grande communauté de philanthropes fondamentalistes chrétiens aux États-Unis. Le voilà. God said, Jason, open it up. And so, with this movie, we are able to be the Trojan horse, in a sense, going into a secular realm and saying, guess what? Life is about orphans, and it's about the widow, and it's about the oppressed. And it's driven by an adventure, and the adventure is God's, and it's His story. And that's really been what Invisible Children has been evolving into.
J'étais surpris qu'il utilise le terme « cheval de Troie », même dans le cadre d'une telle conférence de philanthropes évangéliques. J'étais surpris qu'il aille si loin et qu'il reconnaisse que Invisible Children trompait les gens. Est-ce que c'est vrai? So I can't comment on what Jason might or have not said, but I can say very confidently we are in no way a religiously affiliated organization. All of this was funded by an army of young people who put their money toward their belief in the value of all human life. They gave a few dollars a month of what little they had. Ils disent que leur financement vient, je cite, de jeunes gens qui donnent quelques dollars par mois. À mesure que Invisible Children est devenu connu, ils ont réussi à obtenir de petits dons en se présentant comme une ONG laïque qui faisait des choses super en Afrique. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils ont commencé. Ils ont commencé grâce à l'argent de fondations évangéliques géantes qui leur ont donné leur base de financement. Voilà leur première année comptable. C'est la liste de leurs donateurs? Oui, voilà. Il y a beaucoup d'églises. Oui, beaucoup d'églises. Voilà le gros morceau. Là, sur leur compte de 2007, nous avons la Provision Foundation. C'est un dérivé de la National Christian Foundation. Et cette année-là, elle a donné $350 000. C'est de loin leur plus gros don en 2007. La National Christian Foundation est une organisation fondamentaliste. Ils disent pour se présenter que la Bible est la parole inhérente de Dieu et que leur mission, c'est d'étendre le royaume de Dieu, le royaume chrétien, partout dans le monde. We are a non-profit organization that's completely secular, that focuses on atrocities prevention and community resilience programming. So that's not a part of the organization whatsoever. On peut aller sur le site de Invisible Children. Je voudrais bien voir ce qu'ils publient aujourd'hui. Ça va être très intéressant. Je n'ai pas regardé depuis longtemps. Ici, ils reçoivent $500 000 de la part de quelqu'un. Mais on ne sait pas qui. Aucun nom. Quand on consulte la liste des donateurs sur vos documents comptables, on peut y voir le montant des dons, par exemple $1 demi-million de la part de quelqu'un, mais on ne sait pas qui. On pourra vous donner des infos après l'interview. Je dois regarder de quoi il s'agit. Ok, je vous les enverrai parce que c'est intéressant. Quelques jours après l'interview d'Invisible Children, l'attachée de presse, qui était intervenue pendant l'interview, m'envoie ses précisions, mais elle me garantit que ce don vient de fondations privées avec aucune affiliation religieuse. Mais là, je lui réponds, je voudrais bien croire qu'il n'y a aucun lien religieux, mais j'aimerais bien pouvoir le vérifier moi-même. S'il vous plaît, envoyez-moi ces noms. Et depuis, j'ai jamais eu aucune réponse d'Invisible Children. En arrière-plan de toute cette opération, il y avait une entité encore plus puissante. Les personnages principaux de Kony 2012 étaient-ils en fait tous liés? Je suis l'auteur de 2 livres consacrés à une organisation fondamentaliste américaine très impliquée en Ouganda. The Family, ou The Fellowship, est la plus ancienne et la plus influente des organisations politiques conservatrices chrétiennes aux États-Unis. L'organisation préfère rester très discrète. Selon son créateur, plus votre organisation est discrète, plus elle sera puissante. Il aime en parler comme de la mafia chrétienne. À 2 pas du Congrès, il y a ce bâtiment en briques rouges, presque banal, qui appartient à la confrérie. Ses membres s'y rencontrent
à l'abri des regards, pour parler de Jésus et de business. Mais il n'ouvre pas ses portes. Ils ne veulent pas recruter les masses, ils ne font pas de grands rassemblements. Ils veulent des députés, des hommes d'affaires, des responsables politiques. Ils jouent un grand rôle pour faciliter les relations entre les États-Unis et les personnages autoritaires dans le monde. C'est ça qu'ils admirent. Dans le Christ, ils ne voient pas une figure d'amour ou de compassion. Ils voient la puissance. Qui mieux que Museveni, l'autocrate ougandais, pour incarner la parfaite recrue de la confrérie. Autoritaire, violemment homophobe, évangélique, le président ougandais s'était converti aux États-Unis. The Family considère Museveni comme leur homme clé en Ouganda, mais aussi un de leurs hommes clés en Afrique, et même un de leurs hommes clés dans le monde. Viens avec nous, prie avec nous, fais des affaires avec nous. Ils se vantent d'avoir réussi à entraîner Museveni dans la sphère d'influence américaine. Et depuis, il est resté un puissant intermédiaire régional pour les États-Unis. À Washington, il y avait un des membres de la confrérie qui m'intéressait particulièrement. Un sénateur, Jim Inhofe, le monsieur Afrique du Sénat américain. Ah, je ne l'ai pas encore prévenu de votre visite. Je vais regarder, mais probablement pas aujourd'hui. Ok, merci, au revoir. Au revoir. Et sans surprise, il était une des stars de la vidéo Kony 2012. Ce sénateur-là, Jim Inhofe de l'Oklahoma, il est assez proche de l'ONG parce que dans une autre vidéo, qui est ici, on le voit même participer à une des manifs de l'ONG, c'est lui là ici, contre la LRA. Ça fait des années qu'il s'intéresse à l'Ouganda. Là ici, c'est un communiqué de presse de 2006. Et déjà, il alerte sur ce qu'il appelle le groupe terroriste du nord de l'Ouganda, la LRA. Il dit, quand je vais là-bas, je fais mon truc pour Jésus. Quand il rencontre des leaders africains, il dit, je suis un sénateur américain, je suis la porte d'entrée du pouvoir et de l'argent américain. Si vous voulez tout ça, vous passez par moi et par Jésus. Le sénateur ne répondra pas à nos questions. Depuis des décennies, une confrérie radicale travaillait donc dans l'ombre pour faire de l'Ouganda un terrain de jeu américain. Kony 2012 n'était que la facette visible d'une histoire bien plus complexe. D'ailleurs, que s'était-il passé juste après le succès viral de la vidéo? Après les 17 millions de dollars de dons récoltés. Après Kony 2012, la direction a dit qu'il n'y avait plus d'argent et a pris la décision de fermer nos bureaux d'Invisible Children en Ouganda. La morale de cette histoire, c'est qu'il n'y en a pas. En 2017, USAID, l'agence fédérale d'aide au développement, octroie 24 millions de dollars de subventions à Invisible Children pour une mission de 5 ans en République démocratique du Congo. L'État américain est aujourd'hui le premier donateur d'Invisible Children. Pour moi, en tant que fondatrice, celle qui a fait en sorte que cette histoire soit racontée, c'était douloureux, ça m'a blessée, parce que c'était notre histoire, et que désormais elle serait utilisée par d'autres. C'est ça qui me pousse à continuer de mon côté aujourd'hui.